Global Géopole, bonjour. Les derniers événements de cette nuit m'ont poussé à retourner cette vidéo pour la deuxième fois. Nous vivons une escalade sans précédent qui nous amène à une situation si dangereuse que ça peut tourner un conflit nucléaire. Dans le mauvais film de l'effondrement de l'Occident, nous vivons ce que je pourrais appeler la disparition de l'Ukraine. Et avant de développer les différentes phases que nous sommes en train de vivre, je voudrais faire un petit rappel sur ce qui nous a amené à cette situation. Retour vers le futur, Maïdan 2014, une crise voulue et organisée de main de maître par l'Occident européen et américain. Ça a mené à un coup d'État qui était mené par des factions néo-nazis comme Pravi Sector et Azov, qui ont été financés par différentes ONG qui sont toutes liées à George Soros, dont une, Cosmopolitan Project Foundation, dont les membres sont des très proches de la Macronie. Je vous invite à lire mon livre pour avoir tous les détails. Alors ce coup d'État a terminé par des massacres de russophones en série dans la région d'Odessa, de Mariupol, de Kharkov, de Donetsk, Lugansk, pendant toute une décennie. Les gouvernements post-Maïdan de Poroshenko et Zelensky ont mis en place l'élimination de l'opposition politique, médias, religieuse, par toute forme d'exaction comme la torture, le viol, le meurtre. Et bien sûr, l'Occident et surtout les médias français n'ont pas manqué de vous vendre la démocratie à l'ukrainienne. C'est vraiment un foutage de gueule total. Alors, le conflit larvé du Donbass s'est terminé avec un accord, celui de Minsk II, qui n'a jamais été respecté, qui demandait la fédéralisation de l'Ukraine, comme le sont les États-Unis et la Russie. Ces accords n'ont jamais été respectés, n'ont jamais été forcés en application, et Merkel et Hollande ont menti sur la situation, puisqu'en fait, c'était fait pour armer l'Ukraine, et c'est la raison pour laquelle ils ont construit une ligne de défense absolument colossale avec des fonds européens et américains. On se rappelle de l'épisode Macron en train de se mettre en exergue à la télé en conversation avec Vladimir Poutine, lui disant qu'il n'écouterait pas les gens du Donbass puisque ça ne faisait pas partie de ses prérogatives, ce qui veut dire en d'autres termes que eh bien, ce type est un guignol, il n'a rien à faire à la tête de l'État puisqu'il ne prend pas en compte les véritables dossiers et ne s'assigne pas à la tâche qui lui est sienne. Ce qui fait que Vladimir Poutine ne l'a plus pris au sérieux et lorsque, en janvier 2022, avant que le conflit éclate, il va à Moscou, il est humilié littéralement, puisqu'on ne va pas le chercher à l'aéroport, on le fait passer par la petite porte, on le fait attendre, et puis on le met au bout d'une table où Vladimir Poutine l'écoute d'une oreille non attentive et se fout complètement de ce qu'il peut lui dire, parce qu'il sait très bien que les Ukrainiens sont en préparation d'une attaque massive dans le Donbass. Lorsqu'il lui dit, écoute, ne réponds pas aux provocations, il dit, oui, c'est ça, va jouer à la dinette et laisse-moi faire, laisse-moi gérer la situation de la façon dont j'estime être nécessaire de la gérer. Bien sûr, l'attaque est déclenchée par Kiev le 20 février 2022, ce qui vous est masqué par tous les médias en disant que c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine en 2024, ce qui est faux puisque les accords de reconnaissance de ces républiques ont amené Vladimir Poutine à une forme d'article 5 correspondant à celui de l'OTAN. Les républiques du Donbass lui ont demandé d'intervenir. Il l'a fait parce que de toute façon, ils allaient se faire massacrer. Donc ça a donné lieu à une guerre hybride entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième, avec bien sûr des techniques du XXIe siècle.
Et maintenant, venons-en aux différents événements qui nous amènent à une situation critique. Et il faut savoir que cette nuit, les États-Unis sont passés en mode DEFCON 2, c'est-à-dire c'est l'étape précédente à une attaque nucléaire, DEFCON 1. Le 17 novembre, bombardement massif des Russes sur les installations électriques afin d'empêcher les transferts ferroviaires des troupes dans le Donbass. Donc 90% de toutes les infrastructures secondaires ont été détruites, ce qui fait que l'Ukraine se retrouve dans le noir. Le 18 novembre, Biden donne l'autorisation d'utilisation de missiles longue portée, confirmée par le New York Times. On sait très bien que l'Union européenne, plusieurs semaines avant, avait voté l'autorisation de l'utilisation de ces armes sur le territoire russe. Macron et Steinmeier s'étaient mis d'ailleurs d'accord sur les livraisons de Scalp et de Storm Shadow en prétextant que la Corée du Nord avait envoyé des troupes pour aider la Russie à Kursk. C'est un mensonge honteux. Donc, ils utilisent ce prétexte, gros mensonge, pour préparer les populations occidentales à une entrée en guerre de l'OTAN contre la Russie en Ukraine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les troupes de l'OTAN qui participent au combat à Kursk avec les troupes ukrainiennes sont fait encercler et il se trouve qu'il y a 15 000 soldats qui risquent d'être faits prisonniers, ce qui est un précédent sans aucune commune mesure et une humiliation de l'OTAN considérable. Et bien sûr, si Biden autorise ces frappes-là, c'est pour scier la branche du mandat de Donald Trump et l'empêtrer dans une situation tellement épouvantable qu'il ne pourrait pas mettre en place son plan de paix. Le 19 novembre, les câbles de données entre la Finlande et l'Allemagne, ainsi que la Suède et la Lituanie, ont été endommagés, voire détruits. C'était l'anniversaire du 1000e jour de ce conflit en Ukraine. Alors, toute la presse occidentale était en émeu du fait que les frappes soient autorisées, mais ce fait de destruction de câbles de communication exprime une chose, c'est que la Russie était au courant qu'il y avait un plan d'attaque certainement sur les territoires nord et a voulu anticiper en détruisant cette capacité de communication et donc de synchronisation de troupes. C'est quand même très grave. Alors Kiev frappe Bryansk avec des attaques AMS et en guise de réponse, Vladimir Poutine ne fait aucun speech. Parce que son speech sur la sécurité de la Russie a été fait en septembre et c'est pas le genre d'homme à répéter 2 fois les prérogatives de la sécurité de son pays. Donc ce qu'il fait, c'est il fait rentrer en vigueur la modification de la doctrine nucléaire. Zakharova et Lavrov du ministère des Affaires étrangères interviennent dans les médias en exprimant quelles seraient les conséquences futures de cette entrée en vigueur. Le 20 novembre, refrappe de Kiev sur Kursk avec du Storm Shadow, ce qui veut dire en d'autres termes que l'Occident est en train de s'impliquer directement parce que ça demande des manipulations, des configurations de ce type d'armes telles que les Ukrainiens ne peuvent pas les opérer. Donc, automatiquement, c'est de la co-belligérance. Et là, j'ai pensé à ce moment, d'ailleurs on me l'a demandé, c'est le général Valéry qui m'a appelé presque pas en panique, mais disons en grande inquiétude, en me demandant si la Russie allait frapper de manière nucléaire du fait de cette rentrée en vigueur. Là-dessus, j'ai pensé que la réponse serait des plus sérieuses, mais elle ne serait pas nucléaire. Alors, ce que j'ai appris hier soir par Scott Ritter, qui est un ancien du renseignement de la marine, qui m'a interviewé d'ailleurs au mois d'août, si mes souvenirs sont bons, les États-Unis étaient au courant qu'un missile allait être tiré, puisque le protocole veut que la Russie appelle quand il y a des tests de missiles, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion et que ça ne déclenche pas
une frappe nucléaire en retour. Donc c'est une question de sécurité. Et donc le 21 novembre, Vladimir Poutine demande la frappe Oreshnik à Dniepropetrovsk. Alors, les Occidentaux savaient que cette frappe, que ce missile allait être testé. Ils n'en connaissaient pas la teneur, ils ne connaissaient pas la nature de ce missile, et surtout, ils ne savaient pas quelle serait la cible. Ils pensaient que c'était un test qui allait finir dans l'Oural et qu'il n'aurait aucune conséquence de combat. Or, le missile Oreshnik, c'est un missile de type IRBM sur une base de missiles RS-26 à 6 têtes MIRV qui ont leur propre capacité de réentrée et de direction. Et chacune de ces têtes MIRV possède 6 charges explosives, entre 50 et 500 kg selon la configuration. Donc, sur Dniepropetrovsk, sur les entreprises Oujmash et Oujnoï, il y a 36 têtes explosives qui ont frappé et qui ont mis cette entreprise à plat complètement. Un de mes contacts est allé sur place, à Dniepropetrovsk, qui m'a rendu compte de la situation. Il ne reste que de la poussière. Alors, il faut savoir que Oujmash et Oujnoï, alors Oujmash fabriquait le système balistique nécessaire pour des missiles, ICBM ou IRBM, et avait commencé à travailler avec l'Occident pour fabriquer ce type de missile en collaboration. Oujnoï, c'était l'intégration technologique en cas de vente de cette technologie. Et il faut savoir une chose, qu'en 2016, ces deux sociétés ont travaillé conjointement avec la Corée du Nord parce que, étant donné Maïdan, la Russie, n'ayant plus confiance, a rompu ses contrats, ce qui fait que ces gens-là se sont retrouvés sans travail. Et ils ont revendu cette technologie au marché noir, et c'est Igor Kolomoïski, juif ukrainien d'origine chypriote, qui était gouverneur de la région de Dniepropetrovsk, qui a facilité la transaction. Alors à ce propos, Général Flynn, qui a été secrétaire à la défense sous Donald Trump, a demandé immédiatement aux sénateurs et aux congressmen de destituer Biden par anticipation parce que ça amène les États-Unis à une situation de conflit direct avec la Russie. Alors, bien sûr, professeur Ramsey de l'université de UCSD, spécialisé dans le droit constitutionnel et les pouvoirs de guerre, a immédiatement fait le service après-vente de Biden en disant que ça n'impliquait pas les États-Unis. Or, du fait de la manipulation de la configuration et de l'opérativité américaine de ces missiles, ça les implique directement. De toute façon, ce qu'il y a d'important, c'est pas tellement ce que pense ce professeur de droit, c'est la façon dont la Russie va interpréter ses frappes de missiles sur son sol. Et c'est extrêmement grave parce que un homme comme Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il va faire et il le fait. En Russie, on dit le chien qui aboie ne mord pas. Et là, on s'est rendu compte que ce proverbe s'appliquait directement au président russe, puisque après les frappes de missiles Storm Shadow et Atakem, eh bien, il n'a pas répliqué dans les médias. Donc lui, il agit et après, il dit voilà, j'ai fait ça. Alors, pour revenir à ce fameux missile Oreshnik, Oreshnik en russe, ça veut dire noisette. Alors, pas parce que ça distribue des noisettes à tire-larigot, mais parce que, à une époque en Ukraine, quand les propriétaires terriens voulaient faire travailler leurs paysans qui ne travaillaient pas, ils prenaient des branches de noisetier, ils les fouettaient. Donc, c'était une forme de punition. C'est pour ça qu'on appelait ça Oreshnik. Aujourd'hui, la Russie veut punir l'Occident en frappant avec ce missile qui n'a aucune contrepartie, qui ne peut pas être intercepté et qui a la capacité de détruire n'importe quelle installation militaire en moins de 10 minutes en Europe. Donc le signal de Vladimir Poutine a été extrêmement clair en disant maintenant, nous ne parlons plus, nous ne discutons plus, puisqu'il ne prend même pas Biden au téléphone. Maintenant, nous agissons. Si vous poussez le bouchon trop loin, nous frappons. Point.
Alors, ce qu'il y a d'inquiétant, c'est que le 22 novembre, l'amiral Buchanan, qui n'a pas droit de parole et doit avoir un droit de réserve, se permet de dire on peut engager une frappe limitée nucléaire et gagner. Dans une frappe nucléaire, il n'y a pas de gagnant, tout le monde perd, puisque de toute façon, on amène à la destruction de la planète. Même si il estime qu'on peut engager une frappe limitée, il ne sait pas comment la partie adverse va réagir. Donc, de ce fait, ça implique une situation extrêmement dangereuse et qui peut amener à la fin de l'humanité. On entend aussi la spokeswoman Karine Jean-Pierre de la Maison-Blanche qui dit « Malgré ce qui s'est passé à Dnipropetrovsk, nous allons continuer d'armer les Ukrainiens en leur envoyant des missiles. » Le 23 novembre, refrappe de 12 ATACMS par Kiev sur Kursk. Zelensky est un transgressif, c'est un type qui est chargé à la cocaïne du matin au soir et il fait n'importe quoi. Il est en roue libre, à un point que même son administration est en train de réfléchir à le virer. Parce que de toute façon, il n'a aucune légitimité, puisqu'il n'y a pas eu d'élection, et la période pendant laquelle il aurait pu encore opérer est terminée. Dans la nuit du 24 novembre, des drones inconnus ont survolé 3 bases américaines au Royaume-Uni. Et on se rappelle qu'à cause de la guerre au Moyen-Orient entre Israël et Hamas, les États-Unis ont envoyé une flotte de B-52 pour être basée au Royaume-Uni. Alors, ce qu'il y a d'inquiétant, c'est que le 26 novembre, plusieurs officiels de Biden lui ont suggéré que les armes nucléaires qui ont été confisquées à l'Ukraine quand le mur de Berlin est tombé pouvaient être renvoyées en Ukraine de telle manière à ce que l'Ukraine puisse les utiliser. C'est une situation absolument épouvantable, très complexe et qui pourrait avoir des implications des plus sérieuses. Ce fait a été relaté dans le New York Times, donc on peut commencer à comprendre que c'est sérieux. Medvedev, en termes de réponse, le 26 novembre, je vous le cite, la menace même de transférer les armes nucléaires au régime de Kiev peut être considérée comme une préparation à un conflit nucléaire avec la Russie. Donc ils prennent les choses très au sérieux. Quand les Russes lisent la presse américaine, ils réagissent en conséquent. Ils font du premier degré. Deuxièmement, le transfert effectif de telles armes peut être assimilé à un acte d'attaque accompli contre notre pays au sens de l'article 19 des fondements de la politique de l'État dans le domaine de la dissuasion nucléaire. Vous comprenez à quel point la situation devient critique. Voilà. Donc nous sommes dans une configuration de crise de Cuba à l'envers, ce qu'on dit en américain upside down. Crise de Cuba, c'est 1962, il y a 62 ans, ça fait beaucoup de 62 d'ailleurs. Et on peut regarder sur une carte la similitude des situations. Alors ce qui est dangereux dans cette histoire, c'est que Oreshnik, c'est la conséquence de la sortie du traité INF par les USA, et c'est d'ailleurs Donald Trump qui avait demandé à en sortir. Donc les Russes, ce qu'ils ont fait en conséquence, c'est développer ce type de missile en se disant, si Donald Trump veut sortir, c'est qu'il veut fabriquer ce type de missile. Et ce qu'on a entendu de l'administration de Biden, c'est qu'ils veulent positionner des missiles moyenne portée en Europe pour bien sûr contenir la Russie ou pour l'attaquer en préemptif. Or, pendant la crise de Cuba en 1962, Khrouchtchev et JFK, John Fitzgerald Kennedy, ont toujours maintenu des conversations et du dialogue à travers la ligne rouge. Aujourd'hui, cette communication ne se fait que par presse interposée. Et c'est ce qui est dangereux parce qu'il peut y avoir des mésinterprétations. Donc on se retrouve dans une situation de sécurité asymétrique en termes d'architecture.
En plus de ça, nous avons en Europe ce que moi j'appelle des managers régionaux inconséquents qui se prennent pour des hommes d'État alors qu'ils ne sont que des coquelets bombes torses. Ils ne mesurent pas les conséquences de leurs décisions. Ils pensent que Vladimir Poutine est en train de bluffer. Ce n'est pas le cas. C'est déjà un fait acquis. Maréchal, Bellamy, Ayer, Glucksmann, Toussaint, tous ces petites personnes, je dirais, qui sortent pour la plupart de la Young Leader du WEF, ne se rendent pas compte que par la banalisation de leurs décisions et de leurs mensonges, ils amènent certainement à fabriquer l'acceptation d'un conflit généralisé, ou alors c'est parce qu'ils pensent que Vladimir Poutine ne bougera pas. Or, ça n'est pas le cas, puisque hier, la Russie a à nouveau émis le fait qu'ils allaient retester un missile entre le 27 et le 30 novembre. Donc les États-Unis sont déjà au courant qu'il va y avoir un tir missile. Ça sera certainement un tir de missile Oreshnik et nous ne connaissons pas la cible. En écoutant Medvedev, on peut comprendre que du fait que l'Occident ait utilisé des missiles à nouveau sur le territoire russe, eh bien l'Ukraine va être frappée. Quelle va être la cible? On ne sait pas. Alors, chaque fois que Kiev a eu un manquement, il y a eu une réponse systématique de la Russie. Alors, je ne vais pas passer à travers tous les épisodes parce que ce serait assez long, mais lors des refus des accords d'Istanbul en juillet 22, que s'est-il passé? Vladimir Poutine a fait organiser un référendum dans les régions de Zaporozhye et Kherson en septembre 22, ce qui fait que ces régions-là maintenant sont considérées comme russes. Donc systématiquement, chaque fois que Kiev s'est raté, eh bien la Russie a pris des décisions à l'encontre, bien sûr, des intérêts de l'Ukraine, ce qui fait que aujourd'hui, dans la configuration où nous sommes, eh bien, on peut imaginer ce qui va se passer dans les jours qui suivent. Alors, si Zelensky pensait que ça allait changer la donne sur le front dans le sud, eh bien, il se trompe, puisque si on se rappelle ce qui s'est passé pendant la contre-offensive de 2023, les Ukrainiens sont arrivés à récupérer 250 km² de terrain en 7 mois. Et quand on regarde ce qui se passe depuis 6 mois dans le Donbass, la Russie a repris 3400 km, dont 400 km² la dernière semaine. Donc ces gens-là, en moins de 3 jours, récupèrent plus de terrain que l'armée ukrainienne en 7 mois. Ça explique à quel point l'armée ukrainienne est dans un état lamentable et n'est plus en capacité de contenir la Russie. Alors, tous les Occidentaux pensent que ce conflit oppose la Russie à l'Ukraine, alors qu'en fait, c'est un conflit multidimensionnel qui prend en considération les aspects sécuritaires de la Russie, mais aussi c'est une guerre énergétique et d'accès aux ressources comme les minerais, les céréales, sous fond de devises et de dettes. Les États-Unis, depuis l'entrée de l'euro, ont perdu en masse monétaire mondiale de 72 à 58%, ça fait 14% de la masse monétaire. Et donc, ce conflit a été mis en place pour détruire l'économie européenne de telle manière à ce que les Américains puissent réinstaurer le dollar comme une monnaie massive sur les marchés financiers. Ils ne s'attendaient pas à ce que les BRICS menés par la Russie amènent à des contre-mesures économiques absolument colossales qui fait que c'est la dette américaine qui va en souffrir et donc le mode de vie américain. Donc, que vont faire les États-Unis pour arrêter les BRICS? Eh bien, je suis sacrément inquiet. Alors, jusqu'à présent, l'Occident, il faut essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait pour comprendre les mécanismes de monnaie.
et la façon dont le dollar a été militarisé. L'Occident a contrôlé tous les pays du Grand Sud en les aidant à travers des institutions transversales comme le Fonds international monétaire, en finançant bien sûr leur développement. Mais quand on dit financer leur développement, il faut savoir les mécanismes qui sont intrinsèques à ce type d'action. Les fonds étaient envoyés dans ces pays-là avec des taux répréhensibles qui amenaient ces États à s'endetter jusqu'au cou. Comme ils n'avaient pas les sociétés et les technologies nécessaires pour pouvoir mettre en place l'exploitation de leur sol et de leurs ressources, eh bien, ce sont les sociétés occidentales qui ont bénéficié de ces fonds, qui ont financé nos modes de vie, puisqu'elles opèrent avec des ressources humaines qui sont issues de leur propre pays. Ils ont monté les infrastructures et donc les gèrent de ce fait, ils en ont le bénéfice financier. Ils ont exporté toutes les ressources, achetées à bas coût, avec un retour sur investissement pour les pays qui était minime, bien sûr, en arrosant tous les dirigeants de ces pays-là. Et à la sortie, ils ont fait des fortunes en nous faisant payer le prix maximum de ces ressources qui ont été acquises quasiment gratuitement, puisqu'à la sortie, de toute façon, c'est eux qui ont opéré tout le business. Et que s'est-il passé avec le conflit en Ukraine ? Tous les pays du Grand Sud se sont ralliés à la Russie, et c'est une des raisons pour lesquelles ils ne suivent pas le régime des sanctions. On l'a vu au sein de Kazan, les BRICS ont exposé un petit peu tous les mécanismes d'organisation transversale qu'ils ont mis en place pour contrer celles qui existent aujourd'hui, à savoir le Fonds international monétaire, la place de Wall Street en termes de traite des matières premières, puisqu'ils veulent maintenant trader les diamants et le blé, ce qui veut dire en d'autres termes l'utilisation d'une monnaie électronique de type distribué. J'ai expliqué le mécanisme d'ailleurs dans ma dernière interview avec Géopolitique Profonde, donc je vous réfère à cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, ce qui est en train de se passer est quand même très intéressant. La Chine, au début du conflit, s'est séparée de 860 milliards de bonds américains. Donc, on voit là une volonté très particulière de la Chine à vouloir se débarrasser du dollar. D'ailleurs, au sein des échanges BRICS, qui est constitué de 10 pays maintenant, plus de 13 partenaires, qui possèdent quasiment toutes les ressources énergétiques, gaz, pétrole, eh bien, ils ont décidé d'échanger dans leur propre monnaie. Donc, on voit une volonté féroce de se séparer du dollar qui a été militarisé pour contrôler les pays dans le monde entier. Alors, la Chine, il y a quelques jours, a émis des bonds en dollars. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont obtenu le même taux que le taux appliqué aux États-Unis. Ce qui veut dire que les marchés financiers ont confiance en l'économie chinoise. Mais autre fait encore plus incroyable, c'est que généralement, quand les États-Unis émettent des bonds, ils ont ce qu'on appelle une surdemande de 2 à 3. C'est-à-dire que pour un coupon émis, eh bien, il y a 2 à 3 demandes. Avec la Chine, c'était différent. Il y a eu 40 demandes pour un coupon. Et ce que fait la Chine maintenant, c'est qu'elle va utiliser son projet Belt and Road Initiative, auquel participent 152 pays dans le monde entier, c'est-à-dire 79% de tous les pays mondiaux, afin de rembourser la dette qui a été souscrite par ces pays grâce au dollar qui vient d'être levé sur les marchés. Et c'est incroyable parce que le collatéral demandé, eh bien, c'est des matières premières. Donc, qu'est-ce que fait la Chine ? Ils lavent les dettes avec des dollars qui sont émis
par la Banque fédérale, en retour vers le Fonds international monétaire. Donc, en remboursant la dette immédiatement, ce qui se passe, c'est que ces pays-là n'auront pas à rembourser les intérêts, et donc ça va leur permettre de se développer de manière plus intelligente. Et la Chine propose aussi de les payer en renminbi, de telle manière à ce qu'elle injecte cette masse monétaire à l'intérieur de la plateforme qui est mise en place pour pouvoir opérer le trading des matières premières au sein des BRICS, tout en utilisant bien sûr le système MIR à la place d'utiliser le SWIFT. La conséquence de ça, c'est que si la Chine décidait d'émettre des bonds en masse, ça sera autant de souscriptions que les États-Unis ne pourront pas lever au sein de ces pays des BRICS, puisque de toute façon, il y a tout un avantage à pouvoir laver sa dette. Et donc, ça veut dire en d'autres termes que les États-Unis vont avoir de sacrés problèmes dans les 10 prochaines années si ils veulent lever de la dette pour pouvoir maintenir leur niveau de vie. Alors, quelles sont les conséquences pour nous ? Aujourd'hui, nous avons un problème d'accéder aux matières premières, et notamment du gaz. C'est une des raisons pour laquelle la COP 29 a été organisée en Azerbaïdjan, pour pouvoir négocier des contrats d'approvisionnement en gaz russe, alors qu'il y avait des sanctions qui étaient apposées, pour soi-disant mettre la Russie à genoux, de telle manière à ce qu'on puisse faire fonctionner nos économies. Parce que le niveau d'approvisionnement en gaz s'est effondré littéralement, j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, et nous sommes au niveau le plus bas, avec un hiver qui s'annonce quand même assez rude, puisqu'il a commencé assez tôt. Alors, un fait important, le 29 novembre, l'agence S&P à New York va décider de la dégradation de la France, puisqu'on n'arrive pas à signer un budget. La situation financière de la France, c'est un véritable désastre, parce qu'on vient de découvrir que le déficit, ce n'est pas 5,6% du PIB, mais 7,2%. Quand on regarde la dette plus le non provisionné, on arrive à 7,6 trilliards de dollars. C'est une masse d'argent absolument colossale. On a un Premier ministre qui veut augmenter les impôts et donc faire en sorte que les recettes fiscales s'effondrent parce qu'il pense que en levant un maximum d'impôts, il va pouvoir combler un trou gigantesque qui de toute façon ne pourra pas être comblé de cette façon. Et on a un ancien ministre, Bruno Le Maire, complètement inconséquent, qui a fait n'importe quoi, qui a décidé de lever 285 milliards d'euros, sur une période de peut-être 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Mais on va mettre en place une simulation pour que vous compreniez un petit peu ce dont il en retourne. Avec un taux à 3,5%. Les intérêts annuels sont de 10 milliards, donc 100 milliards sur 10 ans, ce qui fait un total de 385 milliards, soit 35% de plus que la dette émise. Si nous perdons notre double A, toutes les institutions financières américaines ne pourront plus acheter de la dette française. On passera à simple A. Et là, ce sont les fonds vautours qui vont nous imposer des taux qui seront absolument catastrophique pour notre dette. Alors, admettons que le taux monte de 1 point. L'intérêt annuel passera à 13 milliards d'euros. Sur 10 ans, 130 milliards, soit un total de 415 milliards ou 45,6% de la dette émise. Alors, le Mozart Black Friday nous aura coûté 30 milliards si S&P décidé de dégrader la note de la France. Avec les 35 milliards qu'il a envoyés à l'Ukraine, ce monsieur nous aura coûté 65 milliards. Pourquoi ? Pour financer un État mafieux qui a détourné 100% de l'aide aux personnes en Ukraine qui a été envoyée par l'Occident et qui a mis en place un trafic d'armes qui représente 40% des armes qui ont été envoyées en Ukraine.
C'est comme ça qu'il a constitué en 11 mois une fortune de 950 millions de dollars, qu'il a pu s'acheter des propriétés absolument colossales partout dans le monde et qui a arrosé tous ses petits copains. Voilà, nous sommes en train de financer le terrorisme futur avec une base située en Ukraine. On arrose le trafic d'armes, le trafic de drogue, on arrose tous les trafics grâce à ce petit conflit. Alors, quand on me parle de démocratie en Ukraine, je suis vraiment désolé, mais ça me reste en travers du gosier. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite démonstration. Nous allons mettre en place une plateforme pour pouvoir communiquer un message à Donald Trump, puisqu'il vient de faire entrer dans son administration Gorka et Sullivan. Et en regard des dernières déclarations de ces deux individus, on peut véritablement s'inquiéter et on est absolument convaincu que c'est pas en 24 heures que Donald Trump va arrêter ce conflit. Au contraire, il va vouloir montrer ses muscles, il va vouloir bomber le torse aussi, et ça peut très très mal se terminer tout ça. Je vous souhaite de passer une bonne journée.